Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. On repart les amis, on repart. Alors c'est un petit truc que j'ai vu, je voulais votre avis là-dessus, ça m'a bien fait marrer. Donc il y a une discussion en ce moment à l'Assemblée nationale, amendement déposé qui fait l'unanimité d'ailleurs, puisque même le MEDEF a participé à la rédaction de cet amendement sur les fameux lanceurs d'alerte. Et donc il va y avoir davantage de protection donnée aux lanceurs d'alerte, à l'anonymat des lanceurs d'alerte. Mais ce qu'on veut, je le dis juste très très vite parce que c'est pas ça mon sujet, ce qu'on veut c'est qu'en fait un maximum de sujets se traitent à l'intérieur de l'entreprise. Voilà. Et donc le lanceur d'alerte bénéficie de davantage de protection, mais en échange, il commence d'abord par alerter l'ensemble des dispositifs de l'entreprise qui sont mis en place justement pour recevoir ces alertes, avant d'aller saisir la justice, la presse, le truc, le machin. Bon. Mais dans ce cadre-là, j'ai découvert les aviseurs fiscaux. Ça porte un autre nom. Aviseurs fiscaux, donc eux sont rémunérés, les lanceurs d'alerte ne sont pas rémunérés et on a exclu toute rémunération. Rémunération donc de ceux qui fournissent des renseignements au fisc concernant l'évasion fiscale et les fraudes à la TVA, dès lors que l'impôt éludé dépasse 100 000 €. L'administration garantit leur anonymat, aucune protection juridique particulière et ils touchent en moyenne 1,5% des sommes recouvrées en fonction de l'intérêt pour l'État et du rôle précis de l'aviseur. C'est bien, c'est normal, c'est sain, c'est éthique. Tu mets un malaise sur le Les aviseurs, surtout on a inventé un mot, c'est qu'on n'était pas très très tranquille avec le truc chasseur de primes par exemple ou des choses comme ça, quoi. Et il y a quand même toujours le principe de la dénonciation calomnieuse qui peut jouer, parce que si tu as un aviseur... J'en sais rien. Justement, en fait, si tu rémunères quelqu'un pour avoir balancé on appelle ça un tonton dans la police. Oui. Mais si justement si c'est une dénonciation qui est calomnieuse... Est-ce que tu crois que le fisc ait rapporté plainte? Je suis pas sûr, moi. La dénonciation calomnieuse, ça veut dire... Parce que si le fisc fait son enquête, voit qu'il n'y a rien, celui qui a été dénoncé sera sans doute pas au courant. Parce qu'un contrôle fiscal, tu as un contrôle fiscal, ça peut arriver à n'importe qui. Tu n'es peut-être pas au courant que tu as été dénoncé, tu vois. Donc ça veut dire que c'est le fisc qui devrait aller porter plainte. Je suis pas sûr, j'en sais rien. C'est bonne question, Denis, il faudra que je me renseigne. Et c'est en place depuis combien de temps ? C'est en place depuis... en fait, ça monte en puissance. C'est en place depuis quelques années, mais là, ça y est, c'est vraiment structuré. C'est-à-dire, les chiffres que je te donne là... C'est une uberisation des contrôleurs fiscaux, quoi. On prend des indépendants, on leur file un package et on leur dit allez chercher les sous, quoi. Parce que c'est intéressant. Les aviseurs, donc un rapport parlementaire récent dit « Les aviseurs fiscaux jouent un rôle formateur à l'égard de l'administration fiscale, dans la mesure où ils portent à sa connaissance de nouvelles techniques frauduleuses et des schémas d'évasion fiscale particulièrement sophistiqués. » Une dizaine de cas à ce jour, d'ailleurs. Il y a un contrat de travail, il y a des charges payées, c'est fiscalisé ou pas. Fiscalisé. Bon, pas de commentaires particuliers. Moi, je vous avoue, je trouve ça bizarre quand même. Bizarre. Je sûr que c'est le bon mot. Des chasseurs de primes, quoi. Je trouve ça malsain. Ah, toi, carrément, tu trouves ça malsain. Ouais. Je me demande si ça ne révèle pas aussi une perte de puissance de l'État, d'une certaine manière. Parce qu'on parle toujours des efforts de réduction des effectifs publics. Il y a un ministère qui a fait des efforts majeurs, c'est Bercy. Et qui a énormément limité son nombre de fonctionnaires. C'est celui qui a le plus limité, qui a le plus réduit son nombre de fonctionnaires. Est-ce que le gouvernement, en tout cas l'administration, n'en est pas rendu au point de se dire maintenant, j'ai même plus les gars pour faire le contrôle, donc je suis obligé d'en appeler à la... D'où l'ubérisation. C'est vrai, mais est-ce qu'on n'est pas allé justement un peu trop loin dans la réduction des effectifs? J'aurais jamais pensé dire ça à un moment ou à un autre, en particulier pour l'administration des impôts, mais c'est peut-être aussi une question qu'il faut se poser. Alors Denis, deux choses. D'abord, ce grand projet de système d'information, c'est le projet Copernic, qui a permis de croiser l'ensemble des systèmes d'information particuliers, professionnels, et qui a permis d'ailleurs à l'administration fiscale française d'être extrêmement efficace sur le sujet. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup moins d'effectifs et qu'ils ont pas faire, c'est que la digitalisation a permis de lancer toute une série de contrôles. Moi, je suis frappé quand j'ai eu mon dernier contrôle. Tout se fait à distance aujourd'hui. On vous demande les pièces, vous envoyez vos fichiers électroniques, j'ai eu mon contrôle, 1 mois et demi après, c'était réglé. Voilà. Et s'il y a un problème, ils viennent en entreprise et ils viennent contrôler là sur pièce. Mais maintenant, aujourd'hui, ça a considérablement évolué sur le sujet. Donc
Les contrôles. Alors, par contre, ce qui est vrai, je reconnais, c'est qu'aujourd'hui, les moyens, et grâce à la technologie d'ailleurs aussi, de contourner les systèmes pour ceux qui font de ce que j'appelle de la fraude organisée. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus complexe. Il y a eu les fraudes, tu sais, à la TVA, sur la taxe carbone, il y a 10 ans, il y a 10 ans. Mais c'est quand même, on voit bien, il y a des mécanismes qui sont mis en place, et à mon avis, qui échappent totalement. Et c'est le principe d'avoir des gens qui ne font que ça et qui remontent des systèmes. C'est le même principe que le dopage, d'ailleurs. Formidable documentaire en ce moment sur Netflix, hein. Les Rois de l'arnaque. Formidable documentaire sur la fraude à la TVA. Ouais. Et je regardais récemment, exceptionnel. Et je regardais récemment, on avait montré le graphe en fait du prix du carbone, de la tonne de carbone européenne. La fraude à l'arnaque, c'est sur les 20 points de TVA que tu récupères. Sur les crédits carbone. Sur les crédits carbone. Les crédits carbone étaient soumis à la TVA. Et donc, tu vois en fait, là maintenant ça monte très très fort, et la première bosse, elle est justement du lancement de ce marché. Et en fait, à ce moment-là, ne sont sur le marché, tu l'apprends dans le documentaire, que les fraudeurs. Il y a les seuls... Tous ceux qui ont vu la faille. Les seuls qui achètent et qui vendent des crédits carbone, c'est des mecs qui sont en train de frauder la TVA. C'est au cœur du documentaire, tu as le gars qui était en charge de ce marché, qui le reconnaît. 1,6 milliard d'euros qui sont partis. Tu as le procureur qui a mené tout le dossier. Ils en ont récupéré maxi 200 millions. Donc tu as quand même 1,4 milliard là. Mais ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté pour faire 1,4 milliard quand même, mon pote. Donc même s'ils sont 2000 ou 3000 escrocs sur le truc... A posteriori, tu te dis la faille est tellement grande que tu te poses la question des techniciens et du législateur qui n'a pas vu le truc. Enfin, les techniciens, quand tu montes des... Oui, mais c'est la naissance d'un marché. C'est la naissance d'un marché. Tu as vu, tu es sur des sociétés écrans multiples, avec tes crédits carbone qui font des allers-retours, la TVA qui disparaît en passant. C'est pas simple quand même. Bon, voilà pour les aviseurs fiscaux. COP26, vous avez un commentaire, quelque chose, Denis? Alors Denis, tu t'es plongé dedans, donc tous les graphes, là, tu fais un boulot d'économiste sur la COP26. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'intéresse? Tu es sur 2,5, 2,7 ou 3 degrés Pour l'instant, en tout cas, on est plutôt sur 2,5. C'est la trajectoire que, si tu fais la somme des engagements, tu es sur 2,5. Donc c'est la trajectoire que l'on a. Sur la COP, d'une manière générale, ne sont déçus que ceux qui en attendent tout. Mais surtout, je pense, je vais plutôt prendre les aspects qui sont assez positifs. Je vois quand même 2 avancées qui sont assez intéressantes, au-delà de l'accord entre les USA et la Chine, dont on a parlé. C'est le fait qu'on met en place des dispositifs qui vont permettre d'harmoniser, justement pour faire le pont avec ce que tu évoquais, d'harmoniser les marchés du carbone. C'est fondamental. Ça, c'est tout à fait fondamental. Donc, on va avoir une harmonisation qui va se faire parce que le prix du carbone, il n'a pas de raison d'être radicalement différent aux États-Unis, en Chine, en Europe. C'est le même carbone a le même pouvoir de réchauffement climatique sous quelque latitude que ce soit. Et donc là, il y a une tendance à l'harmonisation des marchés, ça c'est bienvenu. 2, c'est les avancées du côté du méthane. Il y a des accords qui sont faits entre les principaux émetteurs de méthane. Le méthane a un pouvoir de réchauffement climatique. D'accord, Denis, mais alors je ne vais pas te demander parce que tu n'es pas expert et il y aura des experts qui viendront à la fin du mois. Voilà. J'ai lu partout, effectivement, c'est formidable, on parle du méthane. Je n'ai lu nulle part et donc tout le monde dit c'est très facile en fait de limiter les émissions de méthane. Moi j'ai compris que le bétail était l'un des principaux émetteurs de méthane. Je ne vois pas comment on va buter les vaches pour... Enfin tu vois, c'est-à-dire tout le monde se félicite de ce que le méthane effectivement soit pour la première fois nommé dans le communiqué final. Je n'ai pas bien compris où était l'avancée ensuite. Le méthane c'est effectivement les vaches, mais c'est aussi les déperditions que tu as sur les réseaux. Tu as les décharges également qui sont productrices d'énormément de méthane, et notamment sur les vaches. Une anecdote, j'avais échangé avec les gens de l'INRA qui expliquaient qu'ils faisaient énormément de recherches sur le changement de l'alimentation du bétail pour être justement beaucoup moins émetteur de méthane. Et donc c'est par ce type d'avancée que tu peux avoir des progrès. Et là les objectifs, ils ne sont pas à 2050. Ils sont à 2030, les objectifs sur les réductions de méthane. Et c'est, me semble-t-il, aussi une des avancées quand même assez fortes. Bon, très bien. Nicolas, non, mais on n'est pas obligé. Si on commence par le côté négatif, on retiendra qu'on a quand même aujourd'hui 50 pays par rapport à l'accord de Paris qui n'ont pas tenu les objectifs en 2021 sur les 196, ce qui fait quand même beaucoup encore. Donc il y a un retard, une accumulation non négligeable. Moi, ce qui me frappe plus quand même, c'est que c'est encore les pays du Nord, dont on fait partie, qui donnent des leçons, qui polluent le plus la planète aujourd'hui par rapport aux pays du Sud,
Et aujourd'hui, on se retrouve quand même avec une indemnité qui avait été actée, je crois, à 100 milliards d'euros d'indemnité par an, dont on ne tient pas les engagements. Enfin, pas d'indemnité, d'aide à la transition. D'aide à la transition, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est les plus gros pollueurs, on ne montre pas toujours forcément l'exemple, et finalement, ceux qui trinquent le plus, ce sont quand même les pays, certes en voie de développement, mais qui ont le plus de difficultés, qui ont le plus de tornades, qui ont le plus de problèmes de sécheresse, qui ont le plus de problèmes d'alimentation, etc., etc. Bon. Moi, le côté positif que je retiens, c'est que ça fait une superbe opération de communication au niveau mondial, et je crois profondément que le changement, il passe avant tout par le citoyen, et je trouve que là-dessus, je trouve qu'on progresse par tous les petits efforts menés collectivement, individuellement. Je le vois par mes enfants qui sont encore, j'en ai 2 jeunes dans les jeunes écoles. Alors, tu crois à ça quand le lendemain de la COP, tu as les résultats de l'extraction de charbon en Chine, que ça a augmenté de 4%. Donc, oui, parce qu'ils ont en année glissante, si tu veux, tu vois, 1 million de tonnes de plus par jour qui sont extraites. Mais s'il faut retenir un point positif, moi je veux bien qu'on trie les pots de yaourt, quoi, mais je suis pas sûr de l'équilibrage. Mais c'est peut-être aussi une philosophie qu'il faut changer. Hein. Par nature, le capitalisme, il est en perpétuelle évolution, transition. Peut-être qu'il faut tout simplement revoir les fondements d'un capitalisme plus propre, décarboné, plus à même de respecter la planète, l'environnement, notre espèce. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. La question, c'est comment la question qu'ont posée les Indiens, c'est nous, on ne sait pas faire sans charbon, donc les gars, on ne peut pas, puisque ça a été ça, hein, l'un des grands trucs du communiqué final, il devait y avoir on va vers la disparition du charbon, et ce mot de disparition a été retiré en fait à la demande des Indiens pour aller vers une limitation du charbon. Mais tu vois, limiter le charbon, c'est super, mais aujourd'hui, il y a quand même, tu parlais de ces pays du Nord, il y a quand même l'investissement de 100 milliards pour aider les pays les moins développés, mais c'est une goutte d'eau dans un assez haut de besoin. Donc renforçons peut-être de ce côté-là. 1 milliard en 2019. Donc il y a aussi, la volonté, elle s'exprime aussi par les budgets que tu mets sur la table. Et là, à 100 milliards, il n'y a pas de volonté, quoi. Bon, puis au niveau de si on revient sur un schéma France et j'allais dire Europe, c'est là où on va avoir besoin quand même d'un président de la République pour les enjeux de transition écologique avec une vision à 50 ans. Parce que c'est clair que même un pays comme la France aujourd'hui, quand on parle de l'hydrogène, on a vu Emmanuel Macron qui veut commencer à investir massivement sur l'hydrogène, mais on ne peut pas mener le combat du nucléaire d'un côté avec des engagements financiers de centaines de milliards, les batteries, où là on a déjà mis les 2 mains dedans, alors que tout le monde s'accorde à dire que c'est pas l'avenir, mais on a mis tellement d'argent dedans, tellement investi, on le voit bien dans toutes les ventes, on est en train d'aller à fond avec les batteries, avec tous les problèmes que l'on connaît, et en même temps, investir autant sur l'hydrogène, on voit bien qu'il y a des choix stratégiques à opérer pour le 2050-2060, avec une vision liée à la démographie. Non, mais je suis pas forcément d'accord là-dessus. Les batteries et l'hydrogène, c'est pas le même... c'est pas la même cible. C'est-à-dire que il faut... La voiture à l'hydrogène, non. Enfin, personne. L'hydrogène, c'est pour décarboner l'industrie. Hein. C'est ça le sujet. Oui. Voilà. La batterie, c'est pour l'automobile et c'est pour les transports. Oui, alors peut-être des camions à l'hydrogène, mais l'automobile à l'hydrogène, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment décarboner. Et là, c'est très prometteur. Pourquoi c'est pas le sujet, Stéphane? Ça existe déjà aujourd'hui. Trop cher, trop faible rendement, mais trop globalement. Cher. Ah oui, mais d'accord. Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas investi sur l'hydrogène. Non, tu es contradictoire avec ce que tu disais. C'est-à-dire, tu as parfaitement raison sur l'idée qu'il faut faire des choix aujourd'hui parce que tu es dans l'urgence. Et donc aujourd'hui, tu vois quel est l'état de la technologie. L'état de la technologie, il te dit, faire une voiture à l'hydrogène, oui, on y arrivera peut-être, hein, mais ça va nous coûter très très cher, ça va prendre beaucoup de temps, les batteries sont beaucoup plus efficaces. En revanche, l'hydrogène pour décarboner tout ce qui est sidérurgie, tout ce qui est chimie, ça, on est au bord d'y arriver. Voilà. Donc vas-y, mets le pognon là-dedans. Et pour le coup, c'est ce qui a été annoncé hier. On a Air Liquide en plus de ça. On a Air Liquide, on a Engie. Et on a Engie. Ah, mais tout à fait. On a quand même des leaders. On a des énormes atouts pour avancer sur cette filière. Voilà. Mais il faut avoir une vraie vision à 2050-2060. Oui, il y a des vrais choix stratégiques. Et puis pour aller au bout, juste je finis, pour aller au bout, elle pose un problème aux politiques, cette filière hydrogène, c'est qu'elle n'est pas sexy à vendre. Tu vois,
décarboner la sidérurgie et la chimie, tu vas faire personne va se lever pour ça, tu vois, voilà. Ouais. Alors que l'air pur dans les villes, des trucs comme ça. Justement, c'est un peu le sujet. Toute cette transition énergétique, elle est nécessaire, elle est utile pour toutes les raisons qu'on connaît. Mais il y a un point sur lequel vraiment, moi, j'ai envie d'insister, c'est d'arrêter de culpabiliser les Français. Le 30 km/h en ville, on va baisser à 80 km/h la vitesse pour qu'on pollue moins. Bon, il y a des sujets d'accidentologie, mais pour polluer moins. Cette façon de culpabiliser les Français en leur disant que quasiment tous les mots MAUX de la planète, c'est de leur faute, je trouve ça pas très honnête intellectuellement. Oui, il faut le faire pour nos enfants, pour nos petits-enfants, mais arrêtons de dire que 65 millions d'habitants sur une planète qui en compte quasiment 2 milliards sont les responsables de toute la pollution planétaire. Donc voilà, juste un rappel de bon sens, mais un rappel pour détendre. Oui. Alors ceci, pour les jeunes, j'ai eu un débat pas plus tard que ce week-end avec ma grande de 19 ans sur la pollution. On est sûr d'avoir... Courageux. Bon, fais court pour les débats avec ta fille, là, vas-y. Non, très court sur la pollution, parce que nos jeunes sont les premiers consommateurs avec leur smartphone à regarder les Netflix téléchargés, et ma fille me répondait, nous papa, on pollue pas, on prend exemple, on fait attention, c'est vous qui avez pollué la planète. Et je lui expliquais dans un rapport sur Internet que finalement vous étiez les plus grands pollueurs de la planète, ça téléchargeait, à faire tourner tous nos serveurs aux quatre coins de la planète, ça consommait une énergie colossale, et que finalement... Donc ce soir, tu tapes Guillaume Pitron Bismart et tu lui fais regarder l'interview de Guillaume Pitron, voilà. Et derrière, elle ira acheter L'Enfer numérique, qui est un bouquin très impressionnant là-dessus. Ouais. Et elle arrêtera de changer de portable tous les ans. Voilà. Ce que dit Guillaume, ce qui démontre, c'est spectaculaire, c'est qu'en fait, le vrai geste citoyen qu'on doit tous faire, finalement, c'est changer de portable 2 fois moins souvent. Simplement ça. Tu as un changement, mais très très important. Denis, à moins que tu veuilles en rajouter là-dessus, mais tu nous disais commerce extérieur, 2 choses que tu nous apportes. La première, les pénuries, ça s'améliore. Et le commerce extérieur, en revanche, ça se dégrade. Ce qui va nous ramener, d'ailleurs, à mon avis, à nos entreprises préférées. Mais enfin bon, vas-y. Sur les pénuries, c'est effectivement un peu ambigu parce qu'on est en plein dans le problème d'approvisionnement. Là, les problèmes d'appro, ils sont en train de culminer, mais on a l'impression que ce qui permet de les anticiper, ça est en train de se retourner. On a quand même beaucoup de matières premières qui avaient flambé pendant la première partie de l'année, qui ont déjà fortement reculé. C'est le bois de construction, c'est le minerai de fer. Même le fret maritime, qui a fait x5... est en train de baisser légèrement. Ça commence à baisser. Très bien. Donc, ça dit peut-être que tout ce problème de pénurie, que l'on va encore se promener en 2022, mais on a peut-être passé un pic sur les problèmes de pénurie, et ça, je pense que c'est un changement quand même assez clair. Donc, on est au point d'acmé, c'est ce que tu nous dis. On commence à... Oui, c'est possible. Mais c'est beau, ça, le point d'acmé. Tu vas encore vivre avec pendant un moment. Mais à côté de ça, oui... Moi non plus. Il faut avoir fait un peu de maths pour savoir ça. Il y a un autre point, effectivement, que je trouve assez frappant, c'est ce qui se passe sur le commerce extérieur, parce qu'on n'en parle jamais beaucoup, mais c'est quand même révélateur de ta capacité à être sur le marché, soit parce que tu importes moins et que tu fais appel à tes producteurs locaux, soit parce que tu es en capacité de faire reconnaître ton produit à l'extérieur. Bien, en fait, on est passé, c'était en courant 2020, on est passé 4e exportateur de la zone euro, c'est-à-dire que devant nous, il y a l'Allemagne qui cavale depuis un moment, il y a aussi les Pays-Bas, et l'Italie nous est passé devant. On est le 4e exportateur européen désormais, et en termes de part de marché, la France est quand même plutôt en train de reculer. Le taux de couverture... Est-ce que c'est pas, Denis, alors quand tu m'as dit ça, j'avais une question, est-ce que c'est pas un simple effet lié aux différentes dates de confinement et aux arrêts de production, qui fait que les Italiens ont commencé avant, mais ont terminé avant, et donc ont peut-être plus produire durant l'année 2020 que nos propres... Non, c'est pas le confinement. Un petit effet sectoriel qui joue, c'est-à-dire que les Italiens n'exportent pas beaucoup d'avions. Voilà, c'est ça, il y a ça aussi, il y a l'aéronautique. Mais l'effet sectoriel, c'est un facteur d'explication d'un dixième. Mais c'est une tendance générale. De toute façon, c'est une tendance générale, et surtout, on peut le voir du côté français, on peut aussi le voir du côté italien, parce qu'il y a, me semble-t-il, une vraie amélioration qui est en train de se mettre en place en Italie, et c'est probablement un pays assez intéressant à suivre. Sur quels produits on a perdu des parts de marché? Est-ce qu'il y a des zones géographiques qui nous achètent moins? C'est affligeant de voir comment c'est homogène. C'est-à-dire que tu as perdu sur
tous les produits que tu exportes et tu as perdu sur toutes tes zones de destination d'exportation. Si tu le regardes sur 20 ans, pas seulement sur la dernière année, tu regardes sur 20 ans, c'est quelque chose qui est homogène, qui révèle que tu as un problème de compétitivité qui n'est pas propre global à quelques activités, mais qui est quelque chose d'assez global. D'accord. C'est spectaculaire. Hein. Ah, c'est impressionnant. C'est spectaculaire. C'est inquiétant aussi. Les Pays-Bas, moi, ça me fait un choc. C'est-à-dire la balance agroalimentaire des Pays-Bas, quand même, c'est les Pays-Bas. C'est quand même pas très grand, quoi. Elle est supérieure à la nôtre, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est un choix de spécialisation. Restructuration des abattoirs, valeur ajoutée, absolument. Les fleurs, enfin, tout à fait. Les fleurs en Europe viennent des Pays-Bas. Tout à fait. Des choix de spécialisation très clairs, très assumés et surtout maintenus. Mais il semblerait que la compétitivité ne soit pas un problème majeur pour les différents gouvernements qui se sont succédés. Donc, Pourquoi c'est quoi cette petite phrase caustique Non, mais je n'en entends pas parler. On est en pleine campagne présidentielle, on n'entend pas parler de ça. C'est quand même un sujet, c'est nos recettes fiscales, c'est nos emplois, c'est notre rayonnement international. C'est nos retraites. C'est nos retraites. Enfin, il faudrait avoir l'objectivité de faire un vrai bilan sur notre politique depuis 30 ans, avec une vraie analyse et un véritable constat. Moi, je reviens toujours sur le sujet, les amis. Les 35 heures, l'effondrement de la compétitivité de la France. Je veux dire, on ne peut pas tout avoir. On récolte uniquement ce qu'on a semé depuis 25-30 ans. Faisons le vrai bilan. Faisons-le, le bilan. Et alors, tu as un truc, je ne sais pas si tu as eu le temps de... Oui, forcément, l'étude de l'Institut des politiques publiques sur les gains de pouvoir d'achat, je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder ça, Denis. C'est très intéressant, parce qu'on va sortir de la polémique sur les chiffres, machin. Mais tu vois qu'en fait, le système est tel que dès que tu veux un tout petit peu revaloriser le travail, tu fais énormément de perdants. De la même façon que dès que tu veux un tout petit peu baisser la fiscalité, il y a tellement peu de gens qui y sont soumis qu'en fait, les gagnants sont les riches, les plus riches, forcément, dès que tu touches à la fiscalité. Et dès que tu veux essayer de favoriser le travail, forcément les revenus d'assistance en parallèle semblent, alors que tu ne touches pas aux revenus d'assistance, mais ils semblent décroître. Mais là encore, peut-être qu'il faut faire preuve un peu de créativité, faire soutenir le financement de notre système retraite, sociale d'une manière générale, uniquement sur le travail. Peut-être que c'est 1.0, peut-être qu'il faudrait passer à quelque chose de 3.0, faire financer tout ça. Alors il y a eu par le passé l'histoire de la TVA sociale, pourquoi pas remettre ça sur la table. Il y a peut-être d'autres façons de faire que de taxer le travail pour financer tout ça. Bien sûr qu'on a besoin de nos écoles, de la sécu, etc. C'est le problème de la bureaucratie française. C'est à l'État de se réformer pour réduire drastiquement son train de vie et par l'économie engendrée, redistribuer et abaisser les charges pour améliorer la compétitivité. On en revient toujours là. On continue sans cesse d'augmenter. C'est pas incompatible, la réforme, l'innovation. Attends, je vais essayer, Denis, et puis je te dirai un truc quand même là-dessus, parce que ça a des conséquences, ce que tu dis, Aziz. Bien sûr. Je fais écho à ce que tu évoquais sur l'attention sur les 30 dernières années. Je pense qu'il y a aussi les transformations que l'on ne regarde pas assez, me semble-t-il, et sur lesquelles Jérôme Fourquet a pointé dans son ouvrage, que je trouve vraiment formidable, La France sous nos yeux, et qui montre... La France sous nos yeux. La France sous nos yeux. Jérôme Fourquet. Jérôme Fourquet, qui regarde en fait comment tu as eu des transformations culturelles, sociales, économiques, fondamentales qui sont intervenues au cours des 30 dernières années, avec notamment un point qui est tout à fait saillant et qui explique aussi des choix de politique économique que tu peux faire, qui est qu'aujourd'hui, l'image du salarié, ça n'est plus l'ouvrier, l'OS de chez Renault, mais c'est le cariste. C'est le gars qui bosse dans les entrepôts. En fait, on est dans une économie qui s'est radicalement transformée, où la valeur, en fait, elle vient beaucoup plus des activités de distribution, de transport, d'acheminement, qu'elle ne procède d'activités qui visent à la production. On est de plus en plus une économie qui vit selon un régime présentiel, beaucoup plus qu'une économie qui vit selon une logique productive. Et donc, dans ce cas, le public auquel tu dois t'adresser en termes de politique, eh bien, c'est un public qui va justement alimenter ce type d'économie, cette économie des entrepôts, cette économie des transports. Et j'ajoute que c'est beaucoup plus compliqué de faire des gains de productivité avec des caristes dans des entrepôts qu'avec un système de production, des usines. Enfin voilà, les gains de productivité sont bien moindres. Non, si le truc auquel il faut que chacun réfléchisse avec la taxation du travail, une partie de ce que tu dis est légitime, mais nationaliser, parce que c'est ça que ça veut dire, nationaliser les régimes de retraite, parce que si tu les fais payer par l'impôt, la CSG, et non plus par le travail, ça implique que tu changes d'univers, ça implique que tu sors totalement les partenaires sociaux de la gestion des systèmes de retraite. Or, sur les retraites complémentaires,
tu réalises que les partenaires sociaux sont de bien meilleurs gestionnaires que l'État. Comme tu l'as fait d'une certaine manière sur l'assurance chômage, hein, qui a été nationalisée, puisque tu as plus de cotisations chômage sur le travail. Donc ça veut dire que tu vas encore faire grossir la sphère étatique et la sphère publique. Voilà ce que ça veut dire. Je fais une distinction entre où je trouve mon argent, où est-ce que je taxe, et qui le gère. Ah ben non. Ah bah si. Si. Mais ça jamais l'État fera cette distinction. Tu rigoles. Moi je le fais. Moi je la fais. Moi en tant qu'entrepreneur je la fais. Ouais, mais il faut être la source de mon revenu et celui qui le gère, pour moi, peuvent être totalement distincts. Hein. Oui, pour toi oui, mais pour l'État, si je récupère. Et pourquoi pas? Il y a des tas de choses qu'on a dit par le passé, c'est pas possible, on peut pas penser comme ça. Eh ben si, je m'autorise à penser différemment. Ouais, d'accord. Tiens, finissons avec le sujet de l'immigration choisie, Aziz. Le rapport du Conseil d'analyse économique, qui dit ce que tu dis toi-même depuis très longtemps, qui dit un truc que j'ai trouvé très intéressant, donc on a déjà parlé sur Bismart la semaine dernière, qui est que le climat aujourd'hui est tel en France vis-à-vis de l'immigration qu'en fait les hauts potentiels évitent notre pays. Non, là, c'est un souci, et c'est un souci depuis une vingtaine d'années, c'est que le sujet de l'immigration, il est traité par le biais de la passion. On parle surtout, et à juste titre, des réfugiés politiques, de ceux qui arrivent pour des raisons humanitaires, on va dire, et on a honte. Parce que c'est comme ça que je le perçois, j'ai le sentiment qu'on a honte de traiter ça sous le même angle que les Canadiens ou d'autres, c'est-à-dire par le biais de la ressource humaine. Notre pays est une entreprise, est aussi, pas que, aussi une entreprise, elle a des besoins. Et souvent, j'ai posé la question, on parle souvent d'immigration de ceux qui arrivent, mais on a leur CSP, leur niveau de diplôme, ou pas de diplôme, d'ailleurs c'est ce que dit le rapport, ouais. Mais ceux qui partent, qui part ? Quel est le niveau de ceux qui partent? Donc, dans cette balance migratoire entre ceux qui arrivent, et là, je ne parle que sous l'angle de la gestion RH, encore une fois, je le souligne bien. Absolument. Effectivement, c'est ce que dit le rapport, c'est qu'on a une déperdition, on a une perte de productivité en termes de ressources humaines, on a une perte en termes de qualité, et là, il va falloir sortir de ce côté un peu populiste, dogmatique, passionné, pour revenir à quelque chose de plus raisonnable. On a une grande entreprise qui s'appelle la France et on a besoin de profils. Il va falloir aller les chercher. Et on ne va pas chercher des profils en leur faisant peur, en leur disant vous allez travailler chez moi, mais attention, ça va être la misère, vous allez sortir, on va vous regarder de travers, vous serez contrôlé par les flics à tous les coins de rue, vous avez beau être DAF ou responsable. Non, il va falloir changer peut-être notre approche, et d'abord par un discours d'entrepreneur, que nous sommes. Je pense nos histoires, c'est toutes des histoires d'hommes et de femmes, puisque nos entreprises sont composées de ça. Et puis derrière, sensibiliser le citoyen sur le fait que, je crois que c'est publié aujourd'hui dans les Échos, le cabinet Korn Ferry, c'est une étude américaine qui dit que la France a besoin d'ici 2030 de 1,5 million de personnes. 1,5, c'est 6,5% du PIB. 175 milliards, ça représente. Donc, est-ce que par dogmatisme, on arrête la machine, ou est-ce qu'on se dit, on se pose et on fait un recrutement intelligent en disant, cette année, comme le font, il n'y a rien à inventer, d'autres le font, les Canadiens, d'autres pays le font. Tout à fait. Oui, un recrutement intelligent. C'est le intelligent qu'il va falloir mettre en avant. Il faut avoir juste une politique d'immigration. Il faut avoir une politique d'immigration. Mais le problème, c'est qu'on ne l'a pas. Mais non, c'est en ça on a une hystérie d'immigration. Je mets le point sur intelligent. Il faut effectivement bâtir, avoir une vision, un projet et anticiper. Denis ? Oui, avec une question qui est aussi celle de l'emploi des non-qualifiés, parce qu'on fait venir des non-qualifiés, mais on est quand même le pays d'Europe, parmi les 4 grands pays européens, on est le pays qui a le plus faible taux d'emploi des non-qualifiés. C'est ça. Et donc, effectivement, il faut les faire venir, mais avec... Tout compris, plus faible taux d'emploi des non-qualifiés, tout compris. Tout à fait. Ok, il y a de moins en moins de non-qualifiés, ou plutôt de non-formés, mais encore faudra-t-il les mettre dans l'emploi véritablement. Oui, et pour ça, il faut recréer de l'industrie. Pour recréer des emplois, il faut investir massivement sur la formation. Oui, mais avant cela, ce que décrit le Conseil d'analyse économique, c'est bien un système qui fait, comme l'a dit Aziz, que seuls ceux qui n'ont plus d'autre choix, en fait, débarquent en France. Voilà. Et donc, tu es sur une perte de qualification, une perte de ressources. Le rêve américain à la française n'existe pas. Absolument pas. Voilà, on va se le faire court. Exactement. Oui, d'ailleurs, c'est pas nous qui devons aller les chercher. C'est la France devrait être une force attractive. Et voilà. Et c'est ce qu'on est
en tout cas pas suffisamment sévère. C'est la litote. Nous sommes une force repoussoire. Mais c'est parce qu'on a peur. Le français a peur. Avec un grand F. C'est cette peur que certains manipulent en oubliant le côté efficace et rationnel de la chose. Alors, et c'est plutôt là-dessus qu'il faut revenir. C'est vrai. Peut-être que le sujet est aussi un peu plus complexe, parce qu'on a quand même une histoire depuis 30 ans. Depuis 50 ans, après. Voilà, avec, justement, ça devrait le rendre moins complexe, ce sujet, notre histoire, depuis 50 ans, tu comprends beaucoup moins complexe. C'est vrai. Bon, les amis, tout ça a été passionnant. Sans faire d'angélisme, on est bien d'accord. Tout cela a été passionnant. Mais oui. Donc, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Bismart et nous, on se retrouve ensemble dans quelques semaines.